Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous voir et de vous voir en grand nombre aujourd'hui et ce matin ici, y compris de nombreux jeunes. Nous sommes en retard, je vais essayer d'être rapide, mais je voudrais quand même prendre 2-3 minutes avant de commencer mon exposé pour remercier tous ceux qui nous ont aidés, Catherine et moi, à organiser cette journée, à commencer par les intervenants et intervenantes que je remercie très chaleureusement d'être venus aujourd'hui jusqu'à nous. Je voudrais aussi signaler qu'on a parlé déjà à une autre reprise de semestre Marc Bloch. L'idée est bien, Madame Bloch, Madame Bloch. L'idée est bien de prolonger ce que nous faisons aujourd'hui, ce qui se passera à Paris mardi de la semaine prochaine, et d'inscrire cette réflexion sur Marc Bloch et à partir de Marc Bloch sur l'histoire et sur l'engagement dans la durée, avec la Micha, dont je salue l'équipe ici. Nous avons plusieurs projets d'essayer, dans un sens, de ressusciter les réunions du samedi chères à Marc Bloch. Nous avons aussi un projet avec les archives d'Alsace, avec les archives de l'Eurométropole, avec le musée historique, de mettre en place des ateliers pour collégiens et lycéens, cela dès la rentrée prochaine, donc il y a des choses qui s'inscriront dans la durée. Dernière chose que je voulais vous signaler, à l'occasion de la journée d'aujourd'hui, vous avez au fond de la salle deux petites expositions, mais intéressantes. Les archives d'Alsace sont venues avec les documents, dont vous en avez vu quelques-uns d'ailleurs dans la présentation de Catherine Morer, relatifs à Marc Bloch dans le dossier de Marc Bloch conservé aux archives d'Alsace ici. La bibliothèque d'histoire, avec qui nous collaborons toujours très très bien, est également venue avec quelques ouvrages. Vous en avez vu aussi quelques ouvrages offerts par Marc Bloch à la bibliothèque d'histoire, et avec quelques brochures sur notamment la dénomination de l'université. Et puis à l'entrée du palais universitaire, il y a une exposition sous forme de panneau qui a été montée par l'association des professeurs d'histoire-géographie et avec la famille Bloch. Nous avons réussi à l'avoir in extremis, mais elle est là, elle est vraiment très bien faite, très intéressante. Je vous invite à la découvrir. Elle va circuler dans les collèges, dans les lycées de l'Académie, aux archives aussi, je pense, au musée historique également. C'est une exposition qui est faite pour circuler. Voilà, j'en viens à mon propos. Enfin, vous me direz-vous. Marc Bloch comme historien du Moyen-Âge, et de fait, c'est comme ça qu'il est généralement présenté. J'ai regardé très simplement, dans Wikipédia, dans l'Encyclopædia Universalis, on le présente comme historien du Moyen-Âge, alors que lui-même, comme Gauthier le rappelait, ne se définissait pas forcément comme tel. Cela dit, il est vrai, il est clair que de ces livres, les trois les plus connus, en dehors de l'Apologie pour l'histoire et les tranches des faits, qui sont un peu particuliers pour des raisons qu'on sait, concerne le Moyen-Âge entièrement ou très très largement, les rois thaumaturges, la société féodale et, dans une petite moindre mesure, les caractères originaux de l'histoire rurale française. Médiévale aussi, sa thèse, Roi et serfs, un chapitre d'histoire capétienne qui porte bien sur cette période médiévale. Je voudrais donc, dans un premier temps, essayer de voir avec vous ce que Marc Bloch a apporté à l'histoire du Moyen-Âge et terminer rapidement par une réflexion sur pourquoi il était réticent, mais pas totalement hostile, à être caractérisé comme historien du Moyen-Âge. Pour comprendre ce que Marc Bloch a apporté, je pense que le mieux, c'est de réfléchir à quelques-unes de ses publications majeures, en commençant par les rois thaumaturges. Les rois thaumaturges, qu'est-ce que c'est ? Marc Bloch part de la légende selon laquelle les rois de France, et également d'ailleurs les rois d'Angleterre, après leur sacre, étaient dotés d'un pouvoir religieux, d'un pouvoir thaumaturgique, d'un pouvoir de guérison. Pouvoir de guérison qui s'appliquait spécifiquement à une maladie, une seule, ce qu'on appelait les écrouelles, une maladie de type liée à la tuberculose. Et le simple toucher pouvait permettre, touché par le roi sacré,
pouvait permettre peut-être la guérison de cette maladie. Marc Bloch n'a pas été le premier historien à s'intéresser à ce sujet. Ou pas le premier à publier des ouvrages. Il y a eu pas mal de publications médicales de son temps sur le sujet. Qu'est-ce que c'est la maladie d'Écrouet ? Comment elle évolue, etc. Et d'autres publications d'historiens, mais toujours très pieuses, qui vénéraient ce miracle qui, selon ces publications, fondait quelque part, légitimait la monarchie française et la France monarchique d'une manière générale. Une exception, un article d'un très bon historien, Henri-François Delaborde, article dont Marc Bloch disait du bien d'ailleurs, qui, sans du tout suggérer qu'il croyait au miracle, sans non plus dire le contraire, ce qui lui permettait de se concilier tous les publics, expliquait surtout expliquait à un public français que les rois d'Angleterre aussi, qu'il n'y avait pas que les rois de France qui disposaient de ce privilège, ou qui étaient supposés disposer de ce privilège, mais les rois d'Angleterre aussi. En d'autres termes, le champ historique était assez largement vide lorsque Marc Bloch s'est intéressé au sujet. Ce qui est intéressant, c'est que Marc Bloch, on a parlé tout à l'heure d'histoire des événements, d'histoire des batailles. Alors, il n'y a pas beaucoup de batailles. Là. Ceux qui aiment les batailles, ils seront déçus. Mais il y a un certain nombre d'événements, parce que Marc Bloch s'attache à étudier les événements. Qu'est-ce qui s'est passé ? À partir de quand ce miracle apparaît-il ? Jusqu'à quand est-il attesté ? Et quels sont les faits qui sont présents ? Mais au-delà de ces événements, il y a des choses qui l'intéressent beaucoup plus. En fait, les événements sont un moyen d'arriver à des choses plus fondamentales et plus intéressantes. Comment Marc Bloch ne croit évidemment pas du tout à cette légende. Il le dit de manière assez respectueuse d'ailleurs pour ceux qui y croiraient, mais il le dit assez nettement. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir pourquoi une telle légende a pu se perpétuer pendant des siècles. Pourquoi pendant des siècles, des générations y ont cru. Et il avance plusieurs explications. On a parlé tout à l'heure, le fait qu'on croit ce qu'on a envie de croire, en fait. Et si le roi est capable de guérir une maladie, ce serait quand même une formidable nouvelle. Imaginez qu'on apprenne que le président de la République peut guérir du cancer, par exemple, par un toucher, ce serait une nouvelle extraordinaire. Et on aura envie d'y croire, parce que ça serait formidable. Donc il y a ça, cet élément, on a envie de le croire. Et ça lui vient, cette constatation, d'une autre publication, et surtout d'un autre constat qu'il a fait pendant la guerre, la première guerre, c'est la capacité de croire à des fausses nouvelles, parce qu'on a envie d'y croire, et c'est un autre article célèbre de Marc Bloch, pas du tout d'histoire médiévale, réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre. Et on a envie d'y croire, et les collectifs, dit-il, plus on est nombreux, peut-être leçon importante aujourd'hui aussi, le fait que plus on est en collectif, plus on est nombreux et plus on risque de tomber dans l'erreur. On peut en faire des applications assez immédiates. Et puis, dit-il, élément intéressant qui montre qu'il est à la recherche de toute explication, pas parce que celle-là aurait pu suffire, mais non, il va plus loin, il dit, mais en fait, les écrouelles, c'est une maladie qui connaît des rémissions, qui connaît des guérisons au moins partielles, au moins provisoires. Il est donc parfaitement possible que des malades touchés par le roi, alors il n'était pas question qu'ils soient guéris dans la seconde, que des malades guéris par le roi, quelques semaines, quelques mois plus tard, aillent mieux, et forcément à ce moment-là, attribuer le mérite de ce qui était une rémission spontanée, bien sûr, au touché par le roi. Et ça, c'est un élément qui me paraît extrêmement intéressant aussi, qui montre bien ce côté très concret de Marc Bloch, historien des idées, mais historien du concret aussi. Et pour ne pas verser dans la géographie, je dirais qu'il y a une chose qu'il rate à ce moment-là, mais parce qu'il écrit dans les années 20 et que personne n'y pensait, en tout cas dans les esprits, dans les milieux rationalistes à ce moment-là, c'est que, mais nous savons maintenant que l'esprit peut travailler sur le corps. Et que par conviction, par volonté, on peut entraîner un changement de l'état physique, changement partiel et dans certaines conditions, bien sûr. Et ça, c'est une chose, il l'aborde, mais pour l'écarter, pour dire ça, c'est pas possible.
C'était effectivement la doctrine de son temps. Il montre aussi que l'objectif, alors c'est très bien d'étudier le phénomène, mais pourquoi les rois et pourquoi les appareils monarchiques ont-ils défendu cette idée? Eh bien parce que l'objectif c'était finalement de renforcer le pouvoir du roi par le côté sacralisé, mais c'était aussi de détacher le roi de la tutelle de l'Église en détournant le sacré du monopole ecclésiastique vers la sphère royale et donc laïque de ce fait. Marc Bloch passe de l'histoire des faits à l'histoire des mentalités. Comment on a compris ces choses? Pourquoi on a compris tout cela? Ça lui permet un vrai travail anthropologique qui repose justement sur la lecture de travaux anthropologiques de son temps, sur ce que c'est la royauté sacrée. Et là, il y a un autre élément que je voudrais souligner, c'est qu'il définit ce que c'est que la royauté sacrée. Et Marc Bloch a des paroles très intéressantes. Alors, forcément, il a toujours des paroles intéressantes, mais dans l'apologie pour l'histoire, il revient sur cette question de définition. Et il se contredit. À certains endroits, il dit qu'il faut définir, et à d'autres, il dit mais il ne faut pas être prisonnier de ces définitions. Et je pense qu'ici, on le voit bien, il définit ce que c'est que la royauté sacrée. Mais en fait, il va aller plus loin. Il veut surtout qu'on comprenne concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça implique? Une fois qu'on a dit que la royauté sacrée, c'était une royauté qui avait une dimension religieuse, concrètement, ça fait quoi? Ça fait que dans une société religieuse, l'impact de la monarchie, il est totalement différent, il est radicalement différent. Et je pense que c'est un élément très important à méditer aujourd'hui, en particulier par tous ceux qui doivent enseigner le fait religieux à l'école, qui est une chose difficile à faire, mais dont il faut bien comprendre la portée. Je pense que la lecture des rois thaumaturges, pour cela, est extrêmement utile. Je n'ai pas trop le temps, j'aurais voulu parler aussi de la vie d'outre-tombe du roi Salomon, mais le temps passe très vite, et il est difficile de ne pas parler aussi de la société féodale. Ah ben oui, j'avais prévu, voilà, vous avez les titres des ouvrages, mais vous n'avez pas le temps de les regarder longtemps. La société féodale, on a parlé à plusieurs reprises, je viens de le faire aussi, du fait que Marc Bloch quittait l'histoire des faits, l'histoire des dates. On a ajouté histoire des batailles, histoire des règnes. Il n'y avait pas, alors j'appelais ça désévénementialiser l'histoire, il n'y avait pas que ça. Marc Bloch publie donc un ouvrage en 39-40 sur la société féodale. La place de la féodalité, des fiefs, de la vassalité, etc., dans les sociétés médiévales. Ça, ce n'était pas nouveau du tout. Il y a plusieurs ouvrages, déjà assez nombreux d'ailleurs, sur le sujet. L'apport spécifique de Marc Bloch, c'est que non seulement, j'aime bien les nouveaux mots, il désévénementialise, mais il désinstitutionnalise. C'est-à-dire, c'est un autre élément important. On voyait avant lui la féodalité essentiellement comme un système institutionnel et juridique. La féodalité, ça s'enseignait en histoire du droit, c'était des règles, et les règles étaient claires, les médiévaux les connaissaient, ils avaient mis en place des règles claires, ils les appliquaient, plus ou moins, comme toujours pour les règles, et le travail de l'historien, c'était de retrouver les règles et éventuellement de travailler sur les quelques infractions qu'il pouvait y avoir. Minute, dit Marc Bloch, la féodalité, c'est effectivement un élément fondamental dans les sociétés médiévales, mais il faut comprendre la société pour comprendre la féodalité. Et, alors je ne sais pas si vous voyez bien, on a eu au-delà du troisième rang, pas tellement, mais sinon vous referez l'exercice, vous ne pouvez pas mettre grand-chose sur l'écran. J'ai voulu comparer la table des matières de la société féodale de Marc Bloch avec la table des matières simplifié dans les deux cas, ça ne se voit pas mais c'est simplifié, d'un ouvrage, Le Monde féodal, publié 2 ans en 1937, par Joseph Calmette. Joseph Calmette, professeur à l'Université de Toulouse, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, donc un notable de l'histoire médiévale à l'époque de Marc Bloch. Et qu'est-ce qui change? Mais vous voyez que, enfin, ceux qui peuvent voir, vous voyez qu'à droite, la table des matières de Calmette, c'est très institutionnel. Les peuples, le vieil empire, Byzance, le nouvel empire, les nouvelles conditions. Alors il y a quand même un chapitre sur les nouvelles conditions économiques et sociales de l'Occident. Sinon, c'est vraiment les institutions
et la vie politique, là en l'occurrence les règnes essentiellement. Si vous passez à la partie gauche, vous avez donc très simplifié la table des matières de la société féodale de Marc Bloch. Vous voyez qu'il y a un livre premier sur les dernières invasions, ça correspond d'ailleurs à ce qu'il y avait chez Calmette. Et après, le livre deuxième, les conditions de vie et l'atmosphère mentale. Quelles sont les conditions matérielles de la vie? Les idées, c'est bien, mais le concret, ça reste fondamental. On commence par les conditions matérielles. Et après, façon de sentir et de penser. Comment on pense, comment on ressent les choses à l'époque féodale. Et c'est par là que Marc Bloch commence, et après seulement, quand il aura étudié ça, il pourra dérouler de manière plus lucide et plus intelligente finalement ce que c'est que le fief, ce que c'est que la relation entre un vassal et un seigneur, etc. Parce qu'il a commencé par ces prémices. Vous voyez aussi qu'il y a un tour d'horizon européen, enfin je vous le dis en tout cas, il y a un tour d'horizon européen, c'est-à-dire que l'étude de la France, certes, mais la féodalité n'était pas présente qu'en France, donc regardons aussi ce qu'il y avait ailleurs, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, etc. Et vous avez même tout à la fin un chapitre sur les prolongements de la féodalité européenne, où il est, je pense, le premier, mais ça j'avoue que je n'ai pas cherché à vérifier, à s'interroger sur, pas les liens, mais sur le parallélisme entre une féodalité européenne et une féodalité japonaise, à peu près contemporaine de la féodalité européenne. Pour tout cela, quelle est la méthode de Marc Bloch? On pourrait revenir sur une phrase très célèbre chez les historiens, une phrase prononcée par un historien allemand de très grand niveau. J'ai découvert, en préparant cet exposé, que von Ranke était mort l'année de la naissance de Marc Bloch, et donc une sorte de passage de relais entre Ranke et Bloch. Une phrase essentielle de Léopold von Ranke, c'était « Le rôle de l'historien, c'est d'établir ce qui s'est passé, la réalité des faits ». Et d'ailleurs, ne nous moquons pas de Ranke, à l'époque de Ranke, c'était important. Les faits, on ne les connaissait pas bien, et donc c'était sans doute une priorité. Pour Marc Bloch, là, ce n'est pas une phrase de Marc Bloch, c'est moi qui interprète ce qu'on pourrait comprendre de la démarche fondamentale de Marc Bloch, c'est plutôt de comprendre comment et pourquoi ce qui a évolué a évolué. Marc Bloch était très attaché à l'idée que l'histoire était la science du changement, la science de l'évolution, et c'est pour ça que j'ai essayé de représenter ça comme ça. Et pour ça, construire des modèles sociaux, parce que Marc Bloch a beaucoup travaillé, on l'a déjà dit, inspiré par la sociologie, à une époque où même sociologie et histoire ne se différenciaient pas de manière très nette, un travail sur les structures sociales, également une lecture boulimique, énormément de lecture d'ouvrages, lecture de sources, lecture de documents. Les rois thaumaturges, ça commence par le récit, à partir d'une source, un extrait d'un discours prononcé devant le doge de Venise en 1340 par un ambassadeur du roi d'Angleterre. Il fallait le trouver. Pour arriver à trouver ça, ça veut dire que Marc Bloch a remué quantité de documents pour arriver à ce qui lui a semblé la bonne accroche pour son ouvrage. Et puis j'insiste, une exigence de précision, d'exactitude, de rigueur, de travail. Marc Bloch était évidemment quelqu'un d'extrêmement doué, mais ça ne l'a pas empêché de s'appliquer énormément pour arriver au résultat auquel il est arrivé. Alors finalement, médiéviste ou pas médiéviste? Pas médiéviste, c'est lui qui le revendique, d'ailleurs Catherine l'a rappelé, pour aller à la Sorbonne, il accepte un poste d'histoire économique et sociale. Et pardon, il veut le poste d'histoire économique et sociale, j'inverse les choses. Et il avait essayé déjà auparavant d'obtenir un poste au Collège de France en refusant d'y être recruté comme médiéviste, en disant « je ne veux pas ». Je suis devenu historien économique et social et pas limité au Moyen-Âge. Et je dirais que Marc Bloch a toujours refusé d'être enfermé, et encore plus enfermé dans des choses qui n'existaient pas. Et ces choses qui n'existaient pas, c'est par exemple la race juive, et c'est également le Moyen-Âge.
Le Moyen-Âge n'a jamais existé. Le Moyen-Âge est une invention d'historiens. Le Moyen-Âge, ce sont les historiens qui ont décidé que vers 500, vers 1500, il y avait des ruptures fondamentales. Mais ces deux ruptures, aussi bien la première que la seconde, sont sujettes à de très nombreuses discussions. Et donc un refus d'enfermement. Une autre raison, alors pourquoi malgré tout le Moyen-Âge assez largement, puisque c'est quand même le Moyen-Âge qu'il a surtout travaillé, certainement, même s'il, je pense, il ne l'a jamais formulé, une volonté de se démarquer de son père. Son père a eu une très forte influence sur lui. Le modèle paternel était très fort, normalien, historien, etc., agrégé, bon, mais quand même pas historien de la Rome ancienne, il ne faut pas exagérer, être un peu original par rapport à papa et ne pas être trop dans l'ombre de papa, sans doute. Ça a certainement joué, mais oui. Oui, j'avais dit que je serais rapide, puis évidemment, comme toujours. Faut toujours se méfier des gens qui disent qu'ils seront rapides. J'ai presque fini. Mais j'ai presque fini. Il me reste à évoquer quand même, justement pour parler de cet aspect médiéviste de Marc Bloch, sa passion pour le document. Alors certes, tous les historiens travaillent sur des documents. Ce n'est pas un privilège des médiévistes, disons-le tout de suite. Mais le travail sur les documents médiévaux est un travail un peu particulier qui met en œuvre des techniques d'érudition assez spécifiques. On a parlé de diplomatique tout à l'heure, le cas de diplomatique, de paléographie, de codicologie, etc. Et Marc Bloch a appris à maîtriser toutes ces techniques. Et Marc Bloch avait un grand plaisir à travailler en bibliothèque sur des livres imprimés et des revues, mais également à travailler en archives, en bibliothèque, sur des documents manuscrits. Il a d'ailleurs publié une vie de saint qui était inconnue avant son travail. C'était, je pense, pour lui un élément très important. Il le dit lui-même, d'ailleurs, dans l'Apologie pour l'histoire, une phrase devenue célèbre dans la profession, « Vieux médiéviste, j'avoue ne connaître guère de lecture plus attrayante qu'un cartulaire, donc un recueil de chartes. C'est bien je comprends, je partage d'ailleurs, mais ça montre bien, je crois, ce lien au document, et ce lien au document qui fait que, avant tout, Marc Bloch était historien, mais qu'au-delà de l'histoire, c'était quand même le Moyen-Âge qui était son domaine premier. Merci pour votre attention.